Pourquoi est-ce qu'il insiste autant sur le retard? C'est exactement ce que Nietzsche qualifie de l'esprit de vengeance de la volonté de puissance. Il est du côté du manche de la volonté de puissance technologique du Gestell aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'il appelle les pouvoirs démiurgiques qui le font saliver. Et c'est ce que Nietzsche diagnostiquait en disant « La vengeance est le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était ». Il est taraudé par le temps et son « il était », et c'est pour ça, vous allez le voir tout à l'heure quand il va parler de Louis XIV, qu'il parle il parle du passé sur un mode narquois et sur un mode qui est uniquement habité par l'idéologie complètement crétine du progrès, que Baudelaire appelait déjà une extase de gobe-mouche. Vous voyez, ça date pas de maintenant. Alors, je vous cite maintenant le commentaire lumineux de Heidegger sur cette phrase de Nietzsche. « La vengeance est le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était », qui prophétise le démoniaque, les phrases de Heidegger prophétisent complètement le démoniaque lourdingue artificiel. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Donc, c'est dans son Nietzsche, évidemment, c'est le commentaire de la phrase de Nietzsche. La vengeance est le ressentiment de la volonté contre le temps et son, entre guillemets, il était. Depuis toujours, ce qui est présent passe pour ce qui est. Mais qu'en est-il de la présentation de ce qui en quelque sorte n'est plus et qui pourtant est encore? Qu'en est-il de la présentation de ce qui était? À ce « il était » se heurte la présentation et son vouloir. En face de ce qui était, entre guillemets, le vouloir ne peut plus rien changer. En face de tout « il était », le vouloir n'a plus rien à attendre. Ce « il était » s'oppose au vouloir de la volonté dont il s'agit ici. Il devient la pierre d'achoppement pour tout vouloir. C'est cette pierre que la volonté ne peut plus rouler. Ainsi le « il était » devient l'affliction et le grincement de dents de tout vouloir qui, en tant que tel, veut toujours aller de l'avant et qui précisément n'y arrive pas vis-à-vis de ce qui, en tant que passé, reste fixe, reste en arrière. Ce « il était », c'est pour ça qu'il parle tout le temps du retard sur la technologie. Ce « il était » est ainsi pour tout vouloir ce qui lui est contraire. C'est pourquoi se lève dans la volonté elle-même, à l'égard de ce qui lui est contraire, continue Heidegger, le ressentiment. Ressentiment contre le « il était ». Mais par ce ressentiment, ce qui est contraire au vouloir se niche dans le vouloir même. Le vouloir supporte péniblement ce qu'il y a en lui-même qui lui est contraire. Il en souffre, c'est-à-dire la volonté souffre d'elle-même. Le vouloir s'apparaît à lui-même comme cette souffrance du « il était », comme la souffrance du passé. Cependant, le passé descend du passé. Le passé et accent aigu descend du passé ER. Voilà. Ce qui est très important de voir, c'est qu'en effet, ce qui était est encore. Et c'est là que ça permet de comprendre beaucoup de choses. On va continuer d'écouter le lourdingue artificiel. Mais vous voyez à quel point ça correspond mot à mot à ce qu'il est. Ce sont des gens qui ont un problème avec le temps, donc c'est avec le temps et son il était, et ce sont donc des gens qui ont un problème avec ce qui, dans l'existence de tout un chacun, à chaque seconde qui passe, incarne le temps et son il était, mais ce il était qui est encore vivant en nous, comme l'explique Heidegger, à savoir le corps. Et le corps et l'âme, c'est une seule et même chose, évidemment. Là, on peut devenir spinoziste et on peut dire qu'il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'âme. Tout ça très, très, très clairement exprimé sous forme de l'animosité, évidemment, par notre bonhomme Michelin du nihilisme. Moi, je suis très frappé du fait que la réflexion sur le bébé à la carte dont on parlait tout à l'heure n'a pas commencé alors que la technologie va être parfaitement opérationnelle en 2030 et qu'une immense partie de la population va être favorable à cette technologie-là. Notre retard est coupable et les politiques sont coupables de ne pas réfléchir assez à ces enjeux technopolitiques. Il n'y a que des intelligences artificielles qui peuvent circuler dans l'univers à la vitesse de la lumière. Donc il va être très tentant d'abandonner notre corps biologique pour pouvoir circuler plus vite dans un univers qui est très grand. Il va être compliqué de garder un corps dans les prochains milliers d'années, car il y aura un avantage énorme aux intelligences dématérialisées, qui seront immortelles, qui pourront se diviser, se splitter, et qui pourront circuler à la vitesse de la lumière. Donc oui, la noosphère
que nous sommes en train de créer, pour reprendre l'expression de Teilhard de Chardin, qui avait été censurée par l'Église au début du XXe siècle, elle donnera un avantage à l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence biologique. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Le remplacement de l'intelligence biologique par l'intelligence artificielle va être un processus graduel sur quelques siècles. On voit l'imposture de parler de tout comme s'il voyait le futur avec une longue vue, évidemment. Et on remarque surtout, l'essentiel, c'est qu'il est passionné à l'idée d'en finir avec les corps. Alors pourquoi? Parce que, comme pour tout un chacun, il est taraudé par ce qui lui rappelle à chaque seconde de son existence cet il était contre lequel toute volonté nihiliste se fracasse. Cet il était remémoré à chacun à chaque seconde de sa vie, et c'est pour ça que Debord dit « le temps est ici et là », sous la forme du corps. Alors, pour comprendre le problème profond qu'a ce type, le lourdingue artificiel, avec son propre corps, ce qui émane assez de tous ces rictus et tous ces tics corporels, il suffit de songer à nouveau à ce qui caractérise le serpent dans la Bible. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui caractérise le serpent? Sa ruse, le plus rusé de tous les animaux, dit la Bible, et sa nudité. Ça, on peut le savoir que quand on lit la version originale et qu'on lit les commentaires originaux de l'hébreu biblique. Parce que c'est un seul et même mot dans l'hébreu de la Bible. Arum, le serpent était arum, on le traduit en général, il était rusé, mais les commentateurs, les rabbins disent il était nu. Il est aussi nu. Parce que, ayant assisté aux ébats d'Adam et Ève, qui sont assimilés dans l'hébreu, vous le savez, les ébats, l'amour, le coït, la sexualité, à une connaissance, Adam connut Ève, sa femme, et ils ne furent qu'une seule chair, il se prit le serpent à désirer Ève, disent les commentateurs, disent les rabbins, et c'est pour cette raison qu'il va la tromper sur Adam pour la subtiliser à Adam. Alors, comment ça se manifeste chez Bonhomme Michelin 2.0? Gaïa Lassaube, elle livre un extrait d'une conversation de son roman merdique. C'est un dialogue entre le PDG de Google. Dans le roman, il dit Google, c'est lourdingue artificiel qui explique ça. Google était le thermomètre planté dans le cul du cheptel humain. Et là, il a un style un peu plus élégant que dans son interview. Et là, il défait sa natte, comme je disais de Badiou. Et c'est le père de l'androïde Adrien de 2.0, voilà, qui est le héros du roman, qui est un tueur en série, un grand maniaque, qui incarne tous les fantasmes du lourdingue artificiel. Et c'est donc lors de ce dialogue, le PDG de Google évoque, c'est un roman de 2013, qui a été encensé par Libération, évoque la mode des thérapies géniques éclaircissantes, ça se passe dans un futur évidemment proche, la mode des thérapies géniques éclaircissantes en vogue parmi les Noirs américains. Et voilà comment il explique ça. Donc c'est un dialogue entre deux personnages, mais c'est évidemment Laurent Alexandre qui a écrit tout ça, avec un compère, un abruti. Le nouvel oncle Tom de l'ère transhumaniste rejette ses origines bamboula pour se fondre dans le moule. Alors l'autre lui dit « J'ai pour ma part doté mon fils Adrien d'un phallus XL, issu d'un gène africain. » Et l'autre dit « Les filles qui passent sous le pilon de Crawford Jr. ne doivent pas s'en plaindre. Je n'ai pas abordé le sujet avec Adrien. Savais-tu que les Asiatiques, que la nature a doté de ridicules petites bites, choisissent en priorité de gommer ce fardeau génétique? Je l'ignorais. Revenons-en à Adrien. Cette négritude partielle lui a-t-elle permis d'obtenir une bourse gratuite pour l'université? On voit le niveau, hein. Et tout ça est révélé et analysé dans l'étude que je vous ai citée. Et il faut savoir aussi que dans ce roman, le personnage d'Adrien, donc, dont on parle, c'est un tueur en série sadique qui traque et qui assassine et qui émascule tous les opposants au transhumanisme. Donc là, de nouveau, c'est pas exactement nouveau. Cette conception du charnel qui est très frelatée et qui ouvre la porte à tous les délires de caniveau, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de nouveau chez un autre technophile. C'était dans le numéro 9 de la revue L'IS. C'était un échange de correspondance hilarant avec une réponse de Debord qui était datée du 26 décembre 1963 à un type qui avait envoyé une lettre à l'IS. C'était un cybernéticien qui s'appelait Mols, qui vantait, dans sa lettre à la revue, il envoie ça aux situationnistes, la possibilité offerte par le génie génétique de créer un jour des femmes avec 2 paires de seins. Voilà ce qu'écrivait le malade. Vous voyez, il y a des précurseurs, hein, quand même.
Les nazis étaient les premiers précurseurs, peut-être sans doute même pas les premiers, et il y a des précurseurs à lourdingue artificielle. Voilà ce qu'écrivait le bonhomme. La fabrication biologiquement concevable de femmes à 2 paires de seins est, sans aucun doute, une proposition de la biologie à la tradition. Une proposition de la biologie à la tradition. L'invention, à côté des 2 sexes conventionnels, d'1, 2, 3, n sexes différents, le mec il parle en ingénieur, propose une combinatoire sexuelle qui suit le théorème des permutations et suggère un nombre rapidement immense de situations amoureuses, factoriel n. Il n'est plus du tout inconcevable que les êtres changent de sexe au cours de leur vie, et les situations nouvelles, d'abord à caractère individuel, puis à caractère social, sont ici parfaitement concevables. Et on revient sur nos pattes, et on retrouve tout à l'heure tout le discours de Duchesse, qui est un discours, c'est un autre sujet, je ne vais pas développer maintenant, mais qui est évidemment, tout le discours des gender studies sont conformes au déploiement de la vision cybernétique et technolâtre du monde. Pour des raisons qui sont faciles à comprendre, et toujours par rapport à cette question du corps humain, qui pose beaucoup de problèmes aux humains. Et réponse de Debord, hilarante évidemment. Petite tête, il était bien inutile de nous écrire. On avait déjà constaté, comme tout le monde, que l'ambition qui t'incite à sortir de ton usage fonctionnel immédiat est toujours malheureuse, puisque la capacité de penser sur quoi que ce soit d'autre n'entre pas dans ta programmation. Et il continue, un peu plus loin. On n'a pas besoin de savoir si ta lettre reflète fidèlement le degré moyen de ta balourdise, ou si tu as visé parfois à la plaisanterie. Faux problème, puisque tout ce que tu pourras jamais faire est, à nos yeux, contenu dans cette redondante et grossière plaisanterie que constitue ton existence. Quand on connaît l'apparence humaine dont tes programmateurs t'ont revêtu, on conçoit que tu rêves à la production de femmes à N séries de seins, etc. Alors on va voir tout à l'heure les propos, je vous ai cité les propos